Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est votre servante Emma Blessings, une fois de plus en direct pour l'émission Sur ta parole. La fois dernière, nous avons eu la grâce, le privilège de recevoir le serviteur de Dieu Israël qui nous a entretenus au sujet de la foi. Et cette fois-ci, nous parlons d'un sujet un petit peu différent. Il s'agit d'un témoignage. Il s'agit d'un témoignage d'une maman qui va se présenter tout à l'heure et qui va nous parler au sujet d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, à savoir le harcèlement scolaire. Je pense que si je vous parle de Anna Chloé, 11 ans, si je vous parle de Marion, 13 ans, ce sont des noms que vous connaissez bien, dont vous avez entendu parler dans l'actualité. Selon des statistiques, un enfant sur 10 serait victime de harcèlement scolaire. Le harcèlement peut être envers un enfant d'enfant à enfant ou d'enseignant à enfant. Et nous allons aujourd'hui aborder une de ces formes de harcèlement scolaire. Si votre enfant est victime de harcèlement scolaire, nous vous invitons vraiment à parler, à ne pas rester dans le silence, parce que cela peut même des fois conduire au suicide. Des fois, des enfants peuvent même perdre la vie. Il est important que vous puissiez réagir et réagir de la bonne manière. Laetitia, bonjour. Bonjour Emma. Alors, tu viens aujourd'hui pour nous parler du harcèlement scolaire. Est-ce que, avant que nous puissions commencer, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, s'il te plaît? Ok, d'accord. Alors, je m'appelle Laetitia. Je suis une maman jeune de 40 ans. Je suis jeune maman de 40 ans et je suis maman d'un enfant qui vient d'avoir 6 ans. Voilà, je suis formée en travail social et je poursuis la fin d'un bachelor en travail social. J'ai déjà travaillé dans le domaine aussi pendant quelques années. Voilà. Merci beaucoup pour ta présentation. Je pense que tu as oublié un élément important dans ta présentation, c'est que tu es citoyenne du royaume des cieux. Tu es une enfant de Dieu également. Je suis citoyenne du royaume des cieux par la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Alors, merci pour ta présentation. Tu as dit que tu es également maman. Tu es maman d'un petit garçon qui vient d'avoir 6 ans. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert qu'il était victime de harcèlement scolaire? Alors, je l'ai découvert tout à fait par hasard. C'était un dimanche comme aujourd'hui. Après l'église, après la cuisine que je fais tous les dimanches, j'étais sortie, comme tous les dimanches, pour faire un tour avec mon fils dans la ville. On allait se promener, prendre l'air vers 17h20. Et puis, on est tombé sur une petite fille qu'on a failli tamponner parce qu'elle était en vélo et nous en trottinette. Et à tout hasard, comme ça, au moment où je m'excusais à la fille, elle m'a interpellée en me disant, Madame, il faut que je vous dise quelque chose. Je ne connaissais pas cet enfant. Je lui dis oui, elle me dit, voilà, il faut que vous fassiez attention à votre enfant. Parce que il souffre. Il souffre à l'école, il est victime. La maîtresse le punit très fort. La maîtresse est très méchante avec lui. Et c'est un enfant qui pleure beaucoup à l'école. Il pleure tout le temps. Je le dis avec beaucoup d'émotion quand même parce que voilà. En tout cas, l'enfant m'a mise en garde en me disant faites très attention parce que votre enfant souffre à l'école. Je dis mais il souffre comment? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit la maîtresse le prive de récréation. Il pleure beaucoup, ce qui m'a beaucoup surpris parce que mon enfant n'est pas un pleureur. C'est un enfant joyeux, heureux, qui a toujours aimé l'école. C'était sa première année d'école. Il a toujours été content d'aller à l'école et tout d'un coup, d'apprendre dans la rue d'un enfant inconnu que mon enfant pleure tout le temps à l'école, j'étais choquée. Puis elle ajoute, il faut faire très attention parce que ça peut être du harcèlement scolaire. Ça peut devenir du harcèlement scolaire, mais envers un prof. C'est la première fois que j'entendais l'expression harcèlement scolaire envers un prof, que je réalisais que ça pouvait exister. Donc elle m'a dit, moi je dis mais comment tu sais ça? Elle m'a dit mais parce que moi je suis la classe à côté, je suis la classe à côté de ton fils et moi j'ai déjà été victime de harcèlement scolaire mais par une élève. Je le sais parce que ma mère me l'a appris et que nous sommes allés à la justice et c'est le juge qui nous a expliqué qu'il y avait différentes sortes de harcèlement scolaire. C'est comme ça que j'ai su que mon enfant était en souffrance à l'école. D'accord. Merci beaucoup. Elle le privait de récréation. C'est fort, hein? Oui, enfin, je résume un petit peu, mais c'est dans ces quelques minutes que j'ai parlé avec cet enfant, c'est ce qu'elle m'a dit. Il est privé de récréation. Il est assis tout seul dans le couloir pendant que ses amis jouent. Dans les couloirs de l'école, donc, pendant la récré. Il pleure, il ne mange même pas son goûter.
J'étais estomaquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, je voulais vous le dire depuis longtemps, madame, mais c'est juste que je ne vous voyais plus. Moi, je ne réalisais pas qui était cet enfant. Apparemment, c'est l'un des enfants de mon quartier qui avait l'habitude de me voir. Et puis bon, on est nombreux le matin, donc on fait pas forcément attention à tout le monde, à tous les détails. Il m'a dit, si, je n'habite pas loin de chez vous. Moi, je vous connais très bien. Et depuis un moment, je ne vous croisais plus, donc je m'étais dit que j'allais vous signaler, mais je ne vous revoyais plus. Et elle m'a dit tout de suite, il faut signaler. Si j'étais vous, je signalerais à la direction, je signalerais au doyen et je n'amènerais plus mon enfant à l'école. C'était une petite fille. Petite fille. Très jeune. Je lui ai demandé, mais comment tu t'appelles? Tu as quel âge? Elle m'a donné son prénom et elle m'a dit, j'ai 10 ans. D'accord. J'ai aussi été bouleversée de me dire, mais c'est un ange qui tombe du ciel, un bébé, hein, qui vient un peu me sonner la clochette d'alarme. Comment te dire? Oui, tout à fait. C'était un peu comme si l'enfant me faisait des remontrances. Elle me faisait pas des remontrances, bien sûr, mais comment te dire, je perds l'expression, mais qui venait me réveiller, en fait, et me dire, madame, fais attention parce qu'il y a une souffrance à côté de toi dont tu ne te rends pas compte. En ce temps-là, mon fils n'avait pas encore développé absolument toutes les phases du langage. Donc, ça faisait à peu près 1 mois ou 2 qu'il savait faire des phrases correctes. Il était en 1P, en première enfantine. Donc, il savait déjà dire les choses, mais lui, il lui fallait encore un peu de temps, le temps d'intérioriser, de réfléchir et de formuler sa phrase pour dire les choses. D'accord. Donc, voilà. Et j'imagine qu'après l'interaction avec cet enfant, tu as parlé avec ton enfant pour le questionner, pour l'interroger? Alors, sur le moment, oui, parce qu'on était ensemble. Je lui ai demandé, mais c'est vrai, c'est quoi cette histoire? C'est vrai, ce qu'elle raconte? Il a juste baissé la tête. Je lui ai demandé, mais c'est vrai? Et la petite lui a dit, mais dis-lui la vérité. Dis à ta maman, est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Et puis il a fait comme ça. C'est un gamin, il venait d'avoir 5 ans. Il a fait comme ça. Et elle m'a bien expliqué, il était seul dans le couloir, il pleure, ce n'est pas la première fois. Il pleure, il ne mange pas, il n'a pas le droit d'aller jouer. Et tous ses amis sont de l'autre côté à la récréation. Nous, on était dans l'école. On a juste entendu un enfant qui pleure. Pardon. On a juste entendu un enfant qui pleure et on est allé voir, on a vu que c'était ton fils. Pour avoir déjà entendu ton témoignage en intégralité, parce qu'il y a énormément de choses à dire, mais bien sûr que pour l'émission, on peut pas non plus tout dévoiler. Et tu me permettras, hein, tu me diras si tu es d'accord. Tu parlais des fois aussi de ce qui se passait au cours d'éducation physique. Ça, en fait, l'histoire du harcèlement, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était ce jour avec cet enfant. Mais c'est assez spécial parce que j'ai découvert ce que vivait mon fils réellement en plusieurs étapes, en plusieurs jours de cette semaine-là. C'était la dernière semaine du mois de mai 2021. Donc, ce dimanche-là, j'ai eu cet enfant, cette petite fille qui m'a parlé. Le lendemain, lundi, quand je l'ai amené à l'école, il y a tous les autres enfants qui en parlaient. C'était le sujet de l'école. Tout le monde en parlait, les enfants en parlaient, ils chuchotaient. Ils voulaient vérifier que leur ami m'avait transmis la nouvelle et c'est comme ça que j'ai ensuite appris que même que ton fils, il s'est fait étrangler par la maîtresse. Oh. Oui. C'est comme ça que je l'ai appris. Donc le lendemain, lundi, quand moi j'avais déposé mon enfant à l'école, je rentrais à la maison. C'est une plus grande, je pense 9-10 ans, qui me l'a dit. Et elle m'a dit, je le sais parce que c'est ma petite sœur qui m'a dit, et elle est dans la classe de ton fils. Ça, c'était la deuxième étape. Le lundi, donc. Le mardi, puisque j'ai été très chamboulée, hein, j'ai perdu le sommeil. Le mardi, d'autres éléments encore sortaient. Et c'est la petite fille qui avait raconté l'étranglement à sa grande sœur, qui m'a vue et qui m'a raconté la scène de comment la maîtresse a étranglé mon fils, qu'elle a pris à la gorge, qu'elle a jeté sur la vitre et que il a failli se cogner la tête sur la chaise pointue. Donc, c'est un enfant qui n'est pas francophone, donc elle ne trouvait pas bien ses mots. Elle a parlé dans sa langue à sa sœur, et sa sœur a donc expliqué, il y avait une chaise à côté ou un banc, et c'est là que mon enfant a failli cogner sa tête. Quand la maîtresse l'a lancé sur la vitre. Ça, c'était le mardi. Et c'est ce mardi que j'ai encore plus essayé de faire parler mon enfant qui ne tenait plus en place. Il avait de la peine à s'exprimer, il avait changé. Et entouré de toute l'école, c'était vraiment des scènes irréelles. Entouré de toute l'école,
Il a juste secoué la tête comme ça. C'était le mardi, donc après l'école, pour me dire oui, oui, c'est vrai, et pour essayer de retracer un peu avec ses mots, de corroborer les mots que les plus grands étaient en train de raconter. Là, on était mardi. Je l'ai emmené chez le pédiatre mercredi. Et jeudi, donc, la même petite fille qui a raconté la scène de l'étranglement m'a raconté, parce que je rentrais de chez la maman de jour le soir vers 19h avec mon enfant. Et on était devenus malgré nous les stars de l'école, les stars du quartier. Depuis ce jour, tous les enfants me disaient bonjour, tous les enfants m'appelaient Tata, des enfants que je ne connaissais pas. Hein. Et donc, partout où ils me voyaient, ils me suivaient. J'étais suivie par une nuée d'enfants jusque devant mon immeuble. Ils me demandaient j'habite où, montre-moi, enfin que j'indique un peu quelles sont les fenêtres de ma chambre, de la chambre de mon enfant. Et c'est lors de ce retour de chez la maman de jour que cette petite fille qui a raconté la scène d'étranglement a ajouté et même que tu sais, la maîtresse, elle met ton fils tout nu à la gym. Seigneur. Voilà, ça c'est le premier moment où j'ai perdu la maîtrise, où j'ai crié. Parce que depuis que les enfants me parlaient, bien sûr que c'était grave, j'avais mal. Et je leur disais, allez dire à vos parents, allez dire à vos professeurs, vos maîtres d'école, parce que je savais à quel point c'est délicat de commencer à discuter avec les enfants d'autrui dans la cour d'école, jusque de là à ce que les parents se fâchent et disent que moi, j'entraîne leurs enfants dans des histoires, on ne sait jamais. Donc, je leur disais de relayer à qui de droit, leurs enseignants, leurs doyens, leurs parents. Et ils m'avaient dit, les enfants, on va sauver Joachim, on va le protéger, on va protéger ton enfant. Chaque fois qu'il va se passer quelque chose, on te dira, mais plus jamais la maîtresse ne lui fera quoi que ce soit sans qu'on te dise. Si lui n'arrive pas à te dire, nous, on te dira. Ce soir de jeudi, donc, la petite me dit, ton enfant se fait déshabiller, la maîtresse le met tout nu à la gym, ce sont ces mots. Là, j'ai crié, j'ai dit, mais mon Dieu, quoi, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout nu, comment? J'ai dit, tout nu, sans culotte ou avec culotte? Elle a réfléchi, elle me dit, non, avec culotte. Et j'étais là avec mon fils, je le regardais comme ça, il y avait une dizaine ou une quinzaine d'enfants. Et plus on parlait, plus les autres enfants du quartier arrivaient et demandaient de quoi vous parlez, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, effectivement, c'est vrai, ça fait un moment, on entend pleurer à l'école. Et mon fils, à ce moment, a eu une réaction étrange, parce que quand on rentrait chez la maman de jour, on avait cueilli des fleurs, il avait cueilli des coquelicots sur le chemin, et au moment où la petite a sorti ça, que la maîtresse le met nu à la gym, où je pense que c'était peut-être de mon analyse, l'une des parties les plus lourdes de ce que l'enfant a subi, eh bien, il a sorti de son bouquet la plus grande fleur, la plus belle des fleurs, le plus beau coquelicot, il lui a donné. Et là, j'ai souri, j'avais les larmes aux yeux, j'ai souri, j'ai dit que mais ça, c'est le langage d'un enfant qui s'exprime de plusieurs façons, parce que l'expression n'est pas que orale. Il lui a donné la fleur, elle a souri, elle a dit merci, et puis il s'est mis à rire, il s'est mis à jouer. Jusque-là, mon fils ne jouait plus, hein. Mon fils il avait changé. C'est comme ça que j'ai entendu parler de ce harcèlement. Donc, c'est 4 jours, depuis dimanche, après la Pentecôte, jusqu'au 4 juin de 2021, que j'ai appris les sévices corporels et psychologiques que mon enfant et les humiliations que mon pauvre enfant d'à peine 4 ans et demi, quand il a commencé l'école, était en train de subir derrière des murs. C'est très choquant, hein. C'est très choquant. D'entendre ce genre de propos. D'entendre parler de harcèlement, déjà pas directement de ton enfant, déjà que ce soit des autres enfants qui te l'apprennent. Oui. Et ensuite d'apprendre qu'il y avait de l'isolement, qu'il y avait de la violence physique, oui, il y avait des psychologique, verbales, oui, psychologiques. Oui. C'est choquant. Hein. C'est très choquant parce que ce fameux jeudi, lorsque les enfants m'ont entouré, il y a eu une grande, je pense qu'elle avait autour de 11 ans, qui s'est intéressée à ce qu'on racontait. Elle a dit, ah mais oui, effectivement, ton fils, ça fait un moment, on l'entend pleurer. Il pleure tout le temps à l'école. Moi, quand je vais à la photocopieuse en haut, quand la maîtresse m'envoie, eh bien, je l'entends des fois qu'il pleure depuis la photocopieuse et j'entends comme elle appelle, le gronde, elle crie. Et pourtant, mon enfant n'est pas un pleureur, c'est un enfant vif argent, il est heureux de vivre, il est heureux d'aller à l'école, il aime la vie, il aime jouer. Et il faut vraiment y aller fort pour le faire pleurer et surtout le rendre martyr. Le rendre martyr, parce que s'il pleure autant qu'on me dit qu'il a pleuré, ça veut dire qu'il était martyrisé. Qu'il était tyrannisé à longueur de journée. Donc tu dis que le harcèlement, en tout cas chez ton fils, a provoqué un certain mutisme
un certain isolement. Quelles autres conséquences ont eu sur lui ce harcèlement? Du moins, l'enfant, il intériorise beaucoup et je pense que c'est un trait de famille et c'est typique de personnes qui ont le fonctionnement, son type de fonctionnement, il intériorise. Et du coup, il essayait de fuir un peu, je pense, la violence et il voulait quand même vivre, il voulait quand même aller à l'école, il voulait quand même jouer. Du coup, lorsqu'il était avec moi, bon, déjà, ce que j'avais constaté depuis deux mois environ, c'est que mon fils, quand je venais de le chercher à l'école, il était fou de joie. Bon, il est toujours content quand il me voit, il me fait des bisous, il est content, maman, c'est le seul enfant qui saute sur sa mère à la sortie de l'école. Mais là, c'était un peu plus que d'habitude, il était heureux, il me serrait fort dans ses bras, et puis ensuite, comme s'il m'avait pas vu depuis longtemps, depuis plusieurs jours, puis ensuite il filait. Il allait sous les arbres, il m'ont grimpé aux arbres. Il allait dans tous les sens. Ça, c'était typiquement à partir d'avril. Et il était difficile, voire impossible de le faire rentrer à la maison. Il fallait juste que je serre la vis, que je gronde, que je me fâche pour dire on rentre. Parce que moi, j'étais en pleine formation à distance, due au Covid. On était en téléformation. Et du coup, dès février, où je reprenais l'un de mes derniers semestres de formation, je l'avais briefé à l'autonomie, comme tout bon travailleur social, non? Et je lui avais appris que quand l'école sonne, quand la cloche sonne, tu rentres directement à la maison. Je t'attends à la maison, mais je viendrai t'attendre au pied de l'immeuble. Je vais te guetter pour qu'il se sente un peu autonome et qu'il apprenne le chemin de l'école. Donc, je le guettais toujours et je le voyais venir et je filais à la maison, tout en suivant mes cours dans les écouteurs. Mais à partir d'avril, ça a fonctionné 1 mois et demi, presque 2 mois. À partir d'avril, ça ne marchait plus. Et ne rentrait plus. Donc, ne le voyant pas rentrer, moi, j'étais obligée tout le temps d'aller le chercher et de le tirer pour rentrer. Donc, il ne voulait plus rentrer à la maison. Il voulait sauter, jouer, me faire tout. Et à un moment, je me suis exclamée, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi je n'arrive plus à le canaliser? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il était plus agité, plus vif. Et puis, j'avais observé à quelques occasions qu'il était devenu un peu par rebelle à l'autorité. C'est un peu dans cette période de développement de l'enfant, hein, comment on dit, toi qui es psy, de se confronter à l'autorité parentale. On est encore dans cette période-là entre 0 et 6 ans. Mais je le trouvais plus dur que d'habitude. Et je sentais chez lui comme une forme de, pas de lassitude, mais de jusqu'au boutisme devant l'autorité. C'est-à-dire, quand je dis non, c'est non, ou quand je lui demande de faire quelque chose, c'était un non absolu et ferme. C'était un non d'adulte, avec beaucoup de force. Jusqu'au jour où, un jour qu'on rentrait des courses, comme d'habitude, je lui ai demandé de me porter les oignons ou 2-3 courses que je sortais de mon vélo, parce qu'on fait les courses en vélo. Et puis il m'a dit non. Et puis je me suis fâchée. J'ai dit si tu prends, on va à la maison parce que j'étais chargée. Il s'est fâché, il est sorti parce qu'il voulait aller jouer dehors. Comme j'ai insisté, il s'est mis dans une colère noire et il m'a dit des mots d'une gravité que je ne vais pas prononcer ces mots ici, mais il m'a dit des mots très graves. Ce n'était pas une injure, mais c'était une menace. Et j'ai dit c'est mon enfant qui me dit ça? J'ai dit, je l'ai regardé un peu comme si c'était pas mon enfant. Comme si c'était un adulte qui me menaçait. Je me suis dit, mais c'est mon enfant qui me dit ça, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, on va rentrer à la maison, tu vas m'expliquer ça. On est monté, je l'ai obligé à porter ses courses, on est monté, je me suis fâchée, il a été puni. Et puis je lui ai demandé, mais ça te vient d'où? Pourquoi tu dis ce genre de choses? Il s'est excusé, il pleurait. Là, il était redevenu l'enfant. Je me suis dit, mais l'enfant là se métamorphose, qu'est-ce qui ne va pas? J'en ai parlé à ma sœur, qui m'a dit, bon, peut-être que si tu cries, l'enfant va aussi crier, ou essaye de moins te fâcher, essaye de moduler un peu le cadre. Je lui ai dit que, mais, je module bien le cadre, mais je suis une maman active. Je suis une maman active à 300%. Donc, je n'ai pas toujours l'espace pour accueillir tout ce qui vient, c'est-à-dire pour obéir à l'enfant. C'est pas moi qui dois obéir à l'enfant, c'est l'enfant qui doit obéir à sa mère. Et si je lui dis, tu prends les oignons du caddie ou du vélo, on monte à la maison, il le fait. Il l'a toujours fait. Donc, pourquoi à ce moment, ça doit devenir négociable? Et je lui ai dit, mais c'était des mots très graves qui m'ont quand même choqué. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, mais il y a un truc qui est en train de se passer, mais je ne sais pas quoi. Ça, c'était les moments, les fois de son comportement, enfin, les expressions étranges de son comportement, inédites qu'il n'avait jamais eues. Une autre, Et ça, merci beaucoup, Laetitia, c'est très important ce que tu dis. Je pense que c'est aussi un encouragement pour les parents qui regardent, qui écoutent l'émission, d'être très attentifs aux changements de comportement et d'attitude chez l'enfant, d'être vraiment très très observateur. Alors bien sûr,
tous les enfants qui sont rebelles ne seront pas forcément harcelés, mais de s'intéresser puis se dire, mais tout d'un coup, pourquoi est-ce que mon enfant devient plus rebelle? Pourquoi est-ce qu'il ne parle plus comme avant? Pourquoi est-ce qu'il est plus agité? Vraiment, tout le temps être dans l'interrogation et dans l'observation. Oui. Alors, j'ai quand même suivi le conseil de ma sœur, c'est-à-dire j'ai essayé de lâcher un peu plus du lest parce que dans l'éducation de nos enfants issus de la migration, dans une culture ici qui n'est pas la leur, nous devons quand même mettre un certain cadre qui doit rester ferme, même si on peut l'assouplir. Et le cadre que je mets à mon enfant, c'est quoi? Évidemment, la politesse, le respect, l'obéissance à sa maman, y compris à l'école, à la maîtresse. C'est ce que j'avais toujours appris à mon fils. Donc, je pense que, sachant ça, qu'il faut obéir à la maîtresse, il n'était pas dans la capacité de me dire qu'il s'était passé quoi que ce soit non plus à l'école, puisqu'il savait que maman est d'accord avec les autorités. Donc, voilà, j'ai mis le cadre. Et puis, à partir de ce jour-là, j'ai dit que bon, je vais essayer de lui dire le moins de choses possibles, non obligatoires, et puis de le laisser un peu, je me suis plus calmée pour observer. Donc, j'ai eu une attitude d'observation pour observer l'enfant qui a un peu diminué, s'est un peu calmé, mais je sentais quand même dans l'enfant un feu qui bouillait parce qu'il a un caractère, ce n'est pas une mauviette. Il en faut vraiment beaucoup pour écraser mon enfant et il faut lui expliquer les choses qu'on fait. Des fois, on n'a pas le temps d'expliquer, mais il faut tout expliquer, il faut tout prévoir. Donc, je me suis un peu pesée pour observer l'enfant, mais ça m'a torturé beaucoup. Et ça m'a questionné. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, mais qu'est-ce que c'est? Donc là, on était en avril, et c'est donc... Voilà, c'est quelques jours plus tard, en fait, ça n'a pas fait longtemps, quand toutes ces choses ont explosé à l'école, quand la vérité a explosé à l'école, sachant que 3 jours avant que la petite fille m'attrape, me retienne dans la rue pour me dire ton enfant est en danger à l'école, j'avais été agressée par la maîtresse, verbalement, hein, pas physiquement. M'avait agressée verbalement. Oui, vraiment les choses qu'on vit ici, j'étais allée chercher mon fils à l'école comme d'habitude, il n'était pas rentré à 11h40, donc il m'avait embrassé, je suis allée, je l'ai pris, on va à la maison. Maman, je suis contente de te voir, maman. J'ai dit, ok, on y va parce que maman est en cours. On y va. Et puis il m'a lâché la main, il ne voulait plus aller dans tous les sens. Et c'est là que la maîtresse est arrivée et elle m'a dit sans bonjour ni au revoir, écoutez madame, je voulais vous dire que si votre fils n'est pas sage demain, il n'ira pas en cours d'école lundi. Donc, il n'y avait pas de bonjour, pas de revoir, aucune autre forme de procès. Elle m'a annoncé ça comme ça. J'étais quand même étonnée parce que jusque-là, je n'avais jamais entendu qu'elle ait eu un moindre problème ou une moindre réflexion à faire à l'enfant. Bon, je résume un petit peu, mais j'étais étonnée. Je voulais en savoir plus, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Et là, elle a explosé. Devant les gens, il y avait les mamans, les papas, les autres enfants. Elle a explosé que, ouais, mais ça fait une année que j'ai cet enfant dans ma classe. Il y a tout le monde qui comprend tout. Il n'y a que lui qui comprend rien. Elle m'a dit ça comme ça. Sérieux? Oui. Et c'est là que mon cœur s'est serré. Je me suis dit, mais la femme là, elle parle comme ça même à qui? Je me suis sincèrement dit, elle s'adresse comme ça à qui? Et de quel droit elle vient me dire ce genre de choses déjà en public? L'enfant était torturé, il était là, et je voulais le retenir, mais il se tordait parce qu'il voulait partir. Il était supplicié, en fait, devant cette maîtresse qui était en train, comme de le poignarder. J'ai dit, mais comment ça? Depuis quand mon enfant a un problème, je n'ai jamais été au courant. Écoutez, si vous avez quelque chose à me dire, parlez poliment, hein, à me dire par rapport à mon enfant, mais vous me convoquez, je suis d'accord, je suis ouverte pour tout entendre, mais vous me posez un rendez-vous, nous fixons un rendez-vous, et nous nous voyons à deux clos, dans un coin où nous pourrons parler, nous deux, et avec mon enfant, mais pas dans la cour d'école comme ça. Il dit, oh, mais moi, je vous dis, voilà, j'en ai marre, et je lui ai dit, s'il est pas sage demain, il ira pas en cours d'école lundi. Donc, ça faisait un peu trop d'informations dans ces 5 petites minutes. Et je lui ai dit, bon, déjà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, mon fils? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Elle dit, ouais, mais, il sort des rangs pour cueillir des fleurs, il fait le fou au vestiaire. Et puis, j'ai souri, mais pour apaiser, et je lui ai dit que, mais, comme moi-même j'aime les fleurs, il fait comme sa mère. Et puis nous vivons entourés de fleurs, donc peut-être que comme c'est dans son quartier, il se sent familier du lieu et du coup ça lui plaît de cueillir les fleurs comme il voit sa mère faire. Ouais, mais moi je peux pas me permettre, hein, quand on ira en course de lundi dans une autre ville, qu'il sorte des rangs en pleine gare pour aller ailleurs. Elle a vraiment, pardonnez-moi l'expression, elle a vraiment pété un plomb. En tout cas, je trouvais qu'elle pétait un plomb parce qu'elle parlait fort et que je n'étais pas d'accord avec la manière. Pour moi, c'est une agression parce qu'elle m'a apostrophé comme ça
Là, j'ai senti qu'il y avait un problème. Et puis, quand elle a dit, il fait le fou au vestiaire, je lui ai dit, bon, déjà, mon enfant n'est pas fou. Et dans nos métiers, ce sont pas des termes qu'on impose aux enfants, ce sont des étiquettes. Je lui ai dit que, voilà, moi, je ne veux pas que mon fils devienne la tête à claque de sa maîtresse. Parce que là, je lui ai dit ça comme ça, et elle m'a répondu, vous savez, en 25 ans, ça fait 25 ans que je suis maîtresse, j'ai eu seulement une seule tête à claque. C'est ce qu'elle m'a répondu. Donc c'était une succession de gravité, de choses graves. Elle m'a dit une seule tête à claque. Voilà. Et puis c'était un enfant méchant. Il était vraiment méchant. Mais non, votre fils, c'est pas la même chose. Mais il n'est pas le seul, hein. J'ai dit aussi, il y en a d'autres. S'ils sont pas sages demain, ils n'iront pas à cause d'école. Et puis là, je lui ai dit, mais excusez-moi de vous le dire, mais j'estime que votre sanction est trop lourde. Oui. Parce que ça fait quand même... Les actions décrites, il a pas l'air de sortir du cadre. Elle ne m'avait rien signalé d'autre. Son cahier était vierge de remarques et vierge de reproches. C'est étonnant, hein? Oui, c'est étonnant. Une seule fois où il y avait eu une bagarre en février, elle avait juste noté que, voilà, mon fils s'est battu avec elle, comme ça arrive Mais sinon, elle m'avait jamais rien écrit, elle m'avait jamais convoqué. On avait toujours eu des rapports cordiaux et polis, comme moi-même je veux que mon fils soit poli envers ses enseignants. Et puis, je lui dis, mais ça fait quand même plusieurs mois que les enfants préparent cette course d'école. Vous vous rendez compte, vous avez fait des listes, on vous avez fait une liste de choses à acheter, nous avons acheté avec nos enfants, on a préparé le sac, mais la course a été reportée plusieurs fois à cause de la météo. Donc, tous les enfants sont sur le qui-vive, prêts à partir. Ils devaient aller en forêt. Et puis, tout d'un coup, à la dernière minute, donc, on est jeudi, et vous voulez nous dire que on ne sait pas s'ils iront ou pas. À quel moment nous saurons donc à quelle sauce nos enfants seront mangés? Je lui ai demandé ça, elle a fait, écoutez, lundi. Vous le saurez lundi, donc voilà. Je dis, donc ils vont venir sans savoir s'ils vont aller à la course ou pas, et selon ce que vous aurez décidé, vous les laisserez ici. Il dit non, mais ils iront chez les grands faire des dessins. J'ai dit, dans ce cas, je pense que mon fils sera donc malade. Parce que je ne vais pas l'amener à l'école en sachant qu'il est puni et qu'il n'ira pas en course pour qu'il soit supplicié en voyant ses amis partir. Elle a dit, mais vous faites comme vous voulez. Et puis j'ai dit, mais vraiment, madame, vous savez que j'ai cours. Je n'avais pas prévu de discuter comme ça. Elle dit, moi, je voulais juste vous dire. C'était juste une information. J'avais pas prévu de parler avec vous ici. Écoutez, j'ai un sandwich à prendre, c'est la pause. Elle a tourné les talons, elle est partie. Incroyable. Elle m'a planté là. Ça, j'ai oublié un truc avant la fin de cette interlude, de cet intermède-là. Quand je retenais mon fils parce que j'essayais d'écouter ce qu'elle disait, je demandais à l'enfant, c'est vrai? C'est vrai ce que dit la maîtresse quand elle parlait des fleurs et tout? Et il avait juste les larmes qui coulaient. Il avait juste les larmes qui coulaient et puis elle lui a dit, tu vois? Même à ta maman, t'obéis pas. Même à ta mère, t'obéis pas. C'est quand elle a parlé comme ça que j'ai vu la torture sur le visage, j'ai senti que mon fils souffrait. J'ai lâché sa main et je lui ai dit, va à la maison, maman arrive. Wow. Parce que je me suis dit, moi, même si je mets le cadre à mon enfant, il est hors de question que elle lui tienne ce genre de propos devant moi comme si j'étais invisible. Donc, beaucoup de tristesse, hein, que ça a oui, provoqué la souffrance, il souffrait. Il dit, tu vois, même à ta mère, tu n'obéis pas. Incroyable. Il est parti en courant. Je l'ai laissé partir parce qu'on n'était pas loin et qu'il ne va pas loin. Et donc, on a terminé la conversation donc avec la maîtresse. Donc, les autres choses qu'elle m'a dites, après qu'elle m'ait décrit le fait qu'il cueille des fleurs ou qu'il fasse le fou, entre guillemets, au vestiaire, tout le reste s'est passé hors de sa présence. Donc, on a vraiment bien compris les conséquences que ce harcèlement a eu sur ton fils. Mais maintenant, sur toi, en tant que maman, quelles sont les conséquences qu'ont eu ce harcèlement sur toi? Bon, c'était très violent à ce moment-là parce que d'abord, j'ai perdu le sommeil pendant 2 semaines. Je ne dormais pas. C'est énorme. Quand je pensais à l'étranglement de mon enfant, j'ai senti un truc exploser dans ma tête. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Que même dans les brousses et les déserts les plus reculés où il n'y a pas Internet, même là-bas, on ne fait pas ça aux enfants. En tout cas, de mon vivant, pour moi qui ai grandi dans mon pays d'origine, le Cameroun, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu que quelqu'un puisse faire ça à un enfant de manière complètement impunie. Donc, j'ai perdu le sommeil, j'étais terrorisée. J'ai eu un choc. Je pense que j'ai l'hypophyse ou l'hypothalamus qui se sont bloqués, que ça a fait que la douleur n'a pas dépassé un certain seuil, sinon je n'aurais plus pu raisonner. Et je ne dormais plus la nuit, et chaque nuit, vers minuit, 1h, quand j'avais couché l'enfant, j'allais le regarder. Je regardais son cou pour voir s'il y avait des traces.
et j'imaginais comment elle serrait le cou de mon enfant. J'ai perdu le sommeil et on était en fin d'année académique, donc les examens approchaient à grands pas. Ils allaient pas reculer parce que sous prétexte que mon fils ou moi nous avons des problèmes à l'école. Eh bien, j'avais trois examens à passer. Ben, je les ai ratés les 3. C'était l'avant-dernier semestre de ma formation théorique. Pour la partie théorique, j'ai raté les 3 examens, dont un gros dossier que je devais rédiger, qui était la construction du projet individuel d'une personne en situation de handicap social ou psychique, enfin en situation de handicap. Et c'était quand même un gros document qu'il fallait rédiger. Donc l'histoire là a explosé 2 semaines avant la remise. Et bon, moi j'avais déjà mis les idées sur le papier, je suivais les cours, je savais plus ou moins dans quoi j'allais me diriger, mais là j'ai eu un blackout. Je n'ai plus pu rédiger et je me suis retrouvée à la croisée des chemins à devoir choisir entre ma formation, qui m'est primordiale pour mon avenir et parce que c'est aussi un acte pédagogique et éducatif pour mon fils, pour qu'il voit que c'est bien d'aller à l'école, choisir entre m'occuper de mon enfant qui est en danger, choisir entre m'occuper de ma santé qui était complètement grillée. À ce moment-là, j'étais aussi souffrante, j'étais malade physiquement pour d'autres choses, donc j'étais en arrêt maladie. Donc, je suis retrouvée avec tous ces trucs-là et je devais défendre, le fait de défendre mon fils, parce qu'il fallait signaler auprès des équipes médicales, auprès du pédiatre, auprès de mon médecin, auprès des associations des parents d'élèves, à la direction de l'école. Donc, j'avais tout à faire. Je devais rédiger tout ça. Donc, à quel moment j'allais rédiger mon document de 50 pages que je devais rendre à l'école le 17 juin? À quel moment j'allais m'asseoir pour étudier? Mais je m'asseyais quand même pour étudier le soir. Quand j'avais couché l'enfant, j'ouvrais l'ordi, j'essayais de lire, mais je n'y arrivais pas. Donc, une fatigue vraiment intense parce que difficulté d'endormissement. Impossibilité. Mise en échec, on peut dire, au niveau de la formation. Oui. C'est incroyable, hein, oui. L'impact que toute cette histoire a eu finalement sur vos vies à tous les deux. Puis après, on s'est retrouvés, moi en tout cas, je me suis retrouvée aux prises évidemment avec l'administration de l'école parce que je n'ai pas laissé tomber. Mais qu'est-ce que tu as fait concrètement? Quelle démarche est-ce que tu as entrepris? Alors, j'ai d'abord signalé au doyen le jour où la maîtresse je m'étais sentie agressée par la maîtresse, verbalement, comme ça, apostrophée, comme une moins que rien dans la cour d'école. J'ai appelé directement, je suis rentrée à midi, j'ai appelé le secrétariat de cette école. Je n'ai pas pu avoir le doyen, mais j'avais les larmes aux yeux, mais de rage. Parce que je m'étais vraiment retenue, je m'étais dit, mais, elle veut me pousser à quoi? Et je me suis dit, mais elle ne me respecte même pas, vu la stature que j'ai. Elle ne me respecte pas, j'avais vraiment l'impression que c'était de la provocation à laquelle je ne voulais pas céder. Et dans la rage, donc, je suis rentrée, j'ai trouvé mon fils devant la porte, j'ai appelé le secrétariat de l'école, je n'ai pas pu avoir le doyen, à qui je voulais parler, mais j'ai signalé pour qu'il me rappelle urgemment. On a fait un chassé-croisé téléphonique, plusieurs chassés-croisés téléphoniques, et puis on a pu discuter vers 16 heures. Où il était alarmé pour ma situation et je lui ai donc raconté les larmes aux yeux et avec beaucoup de rage en lui disant l'humiliation que je venais de subir dans la cour d'école par cette maîtresse qui est sans doute une de ses collègues. Il faut que je dise aussi que pendant qu'elle me parlait comme ça, il y avait évidemment les parents, il y avait plein de gens, mais il y avait la petite fille qui a signalé, qui a raconté l'étranglement de mon fils. Elle est passée effrayée, elle avait les yeux exorbités. Je me suis dit, mais en même temps que je répondais à la maîtresse, je m'étais dit, mais elle court pour aller où comme ça? Elle courait. Je me suis dit, mais elle va où comme ça en flèche, cet enfant? Dans la tête, hein. Donc ça, j'ai tout raconté au doyen. J'étais en train d'expliquer que j'avais signalé au préalable au doyen, donc le jour où je me suis sentie agressée verbalement, apostrophée comme ça, vulgairement dans la cour d'école par la maîtresse, j'ai signalé au doyen, j'ai eu un entretien téléphonique avec lui et il m'avait dit qu'il allait signaler plus haut à sa hiérarchie, à la directrice, parce que, en tout cas, que c'était pas normal, que c'était pas adéquat, cette manière d'apostropher un parent, cette manière de parler déjà à un parent et de la situation de son enfant et de la situation potentiellement vraie, surtout si c'est désagréable dans la cour d'école. Donc, il allait signaler à la directrice pour savoir quelle démarche entreprendre. Et que la maîtresse allait sans doute être convoquée par rapport à cette situation, parce que j'étais très remontée et j'étais très fâchée. Et sincèrement, à choisir, je préférais me fâcher devant le doyen qui est l'autorité compétente pour gérer les litiges avec un enseignant, plutôt que d'aller
avoir cet acte, me fâcher devant la maîtresse, en sachant que je n'aurais peut-être pas pu me maîtriser et toutes les conséquences graves que ça aurait eu dans le cadre scolaire. Donc voilà. D'abord, j'avais signalé cette première fois. Ensuite, quand j'ai eu les autres échos de ce qui arrive à l'enfant graduellement, puisque comme j'ai expliqué avant, ça s'est passé chaque jour, il y avait un nouveau truc, une nouvelle information grave. À chaque fois, j'appelais le doyen pour dire que voilà ce que j'ai appris aujourd'hui, voilà ce que mon enfant me dit, parce que les enfants, les grands, qui étaient entre 9, 10 ans, ils me racontaient ce que eux ils vivaient à l'école, ce qu'ils voyaient. Puis je questionnais mon fils en demandant est-ce que c'est vrai? Donc le soir on rentrait, je lui demandais et l'enfant parlait aussi. Donc j'ai signalé au doyen à chaque fois que j'ai eu des informations supplémentaires. Je crois que le mercredi 3 juin, après que j'ai amené l'enfant chez le pédiatre, il m'a dit c'est quand même trop grave. Il vous faut écrire. La directrice me demande de vous dire d'écrire tout ça, d'écrire toutes ces choses parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments et c'est quand même grave. Donc là, on était parti de la situation que moi j'avais signalée d'inadéquation de comportement de cette maîtresse vis-à-vis de moi à toute autre chose. Et sur le moment, en fait, il n'y avait pas de lien. C'est après, quand on suit l'histoire, qu'on voit que mais tout était lié. Tout était lié, la colère de cette maîtresse. Je crois que le jour où elle a étranglé mon enfant, c'est le jour où elle m'a agressé dans la cour d'école. C'était le même jour. D'où la petite fille qui fuyait après l'école, qui partait avec les yeux exorbités. C'était le même jour. Donc Dieu merci, parce que quand j'ai su, c'était pas des mois après, c'était dans les jours qui ont suivi, les heures et les jours qui ont suivi. Donc j'ai signalé au doyen, qui a signalé à la direction de l'école. J'ai eu un entretien téléphonique avec la directrice de cette école le vendredi, parce que finalement le supplice qui pendait sur la tête de mon fils, comme quoi il n'irait pas en course d'école, comme quoi il était le pire des enfants que cette maîtresse ait pu avoir, il a été levé, il a pu avoir la grâce, entre guillemets, d'aller à cette course d'école. Et je dois aussi noter que lorsque j'ai parlé avec le doyen le premier jour, il m'a dit que, on sait qu'elle a des difficultés avec des élèves dans sa classe, mais le nom de votre fils n'est jamais revenu. Il n'y a rien dans les dossiers, il n'y a rien qui a été signalé par rapport à votre fils. Elle a des situations difficiles avec d'autres, mais pas avec votre fils. En tout cas, il n'y a rien ici concernant. Donc, c'était d'autant plus inadéquat, d'autant plus étrange et inadmissible l'attitude que j'avais originellement dénoncée de cette maîtresse. Nous sommes allés jusqu'à la direction. En parallèle, c'était tellement grave, mon Dieu. J'avais tellement d'informations et de choses à faire à ce moment que l'école était toujours prioritaire dans ma vie, mais je n'arrivais plus. Je faisais mes cours, j'avais même signalé à ma prof, j'avais la prof qui me faisait justement le module sur le projet individualisé. Je lui avais signalé en lui disant que madame, je suis en difficulté, je ne pourrai pas vous rendre le document parce que voilà ce que mon enfant est en train de subir. Et elle m'avait même dans l'apprentissage de ce module soufflé que mais comme vous avez appris à votre fils à rentrer à la maison toute seule, parce qu'on discutait comme ça dans les cours, dans les exercices, ça peut aussi faire partie des éléments que l'on peut mettre dans un projet individualisé, c'est-à-dire l'autonomisation d'un enfant qui est en situation de handicap social, on lui apprend à s'autonomiser. Donc, ça m'avait inspiré pour ce que je comptais construire comme projet. Et c'est à cette prof que j'ai appelé un soir pour lui dire, je ne peux pas vous rendre, je ne pourrai pas parce que je suis en difficulté, voilà ce que je vis. J'ai signalé à cette professeure qui n'était pas responsable du module, mais elle était chargée du cours dans le groupe où j'étais. J'ai signalé à l'association des parents d'élèves de la région. Au niveau cantonal, j'ai contacté le centre La Vie. J'avais évidemment vu le pédiatre, comme j'ai dit avant, j'ai vu le pédiatre mercredi, qui a fait un arrêt maladie à mon enfant de 2 jours. Qui a évidemment vu que ce n'était pas normal. Il a vu que l'enfant ne semblait avoir rien physiquement, mais que si je continuais à constater chez lui des écarts de comportement, des choses différentes que je n'avais pas l'habitude de voir, là peut-être à la rentrée on mettrait quelque chose en place, mais que comme on était en fin d'année, il n'y a aucun cabinet de psychiatre, de pédopsychiatrie ou quoi que ce soit qui allait prendre en charge un nouvel enfant en fin d'année comme ça. Il m'a dit, vous observez comment l'enfant va. S'il y a vraiment des choses graves, il faut signaler. Mais là, si le comportement se stabilise et que, voilà, on va laisser comme ça. Mais si à la rentrée, ça s'empire, là, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. J'avais signalé au pédiatre, aux associations des parents d'élèves, au centre La Vie,
à la garderie de mon fils, j'ai signalé à la directrice de la garderie, à la maman de jour. Je n'ai pas signalé à qui? À mes frères et à mes sœurs, à ma famille, à toute ma famille. J'ai épargné ma mère sur le moment parce que dans l'urgence de la gravité, c'est le jour où j'ai su que mon fils était déshabillé à la gibbe, cette nuit-là, mais j'ai dit, mais comme le doyen m'a dit d'écrire, mais je vais écrire comment tout ça? C'est toute une Bible. J'avais commencé à mettre des points, mais c'était énorme tout ce qu'il fallait écrire. J'ai signalé évidemment à deux mamans de l'école de la classe de mon enfant, avec qui j'avais de bons contacts, qui est mon fils et qui s'en occupait aussi comme si c'était le leur. Mais avant que j'aie même pu écrire au doyen, comme il m'avait demandé, il y a une maman de l'école qui a pris la plume. Elle n'était même pas concernée directement. Je veux dire, c'est pas son enfant qui a été agressé. Son enfant n'avait rien, mais elle a signalé très rapidement au doyen. Elle a écrit au doyen, elle a appelé, elle a écrit et elle a dit que ben voilà, elle voulait qu'on fasse quelque chose. Elle disait qu'on peut pas mettre nos enfants dans une classe où il y a ce genre de choses. On fait quoi? On enlève nos enfants de l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit faire quelque chose. Elle a écrit en premier. Elle a signalé au père de ses enfants qui, lui, a commencé, entre guillemets, mais c'est dans le bon sens, un harcèlement téléphonique vis-à-vis de moi depuis le jour où j'étais chez le pédiatre jusqu'au vendredi pour me soutenir. C'est-à-dire, je ne connaissais pas ce monsieur, mais c'était pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas avec mon fils et pour me dire que lui n'avait pas l'intention de laisser passer cette histoire. Et que si moi, j'avais l'intention de rester dans mon coin à ne rien faire, ça, c'était mon problème. Il l'avait dit très clairement. Parce que lui, il était hors de question qu'avec un enfant dans cette classe, qui est un enfant en plus hypersensible, et sachant que son autre enfant allait être dans cette même classe l'année d'après, qu'il laisse et que par rapport à sa propre histoire, lui qui avait vécu du racisme dans cette même école, dans cette même classe, 30 ans plus tôt, il était hors de question qu'il laisse ça passer. Il m'a demandé la permission de venir nous voir chez nous le mercredi 3 juin. J'ai dit oui. Il est venu, il a regardé mon fils, lui a parlé, comment tu vas, qu'est-ce qui s'est passé. Il a parlé à mon fils et c'est là qu'il m'a raconté son témoignage. Donc ce n'est même pas quelqu'un que j'ai sollicité, mais il a intervenu. Et il m'a raconté son histoire du temps où il avait l'âge de nos enfants et où il était dans cette école, dans cette classe, il y a 30 ans, et du racisme qu'il a subi de la part de son enseignante. Parce que voilà, c'était une histoire de racisme. Donc ça, c'est tout des choses qui t'ont beaucoup soutenu, hein, Laetitia, si je comprends, le fait d'avoir le soutien des enfants, le soutien des parents, de certains parents qui se sont vraiment sentis concernés par cette histoire. Mais quelles autres choses t'ont permis de tenir le coup pendant toute cette période? Qu'est-ce qui t'a fortifié? Je priais, je prie chaque jour, hein, bien sûr. C'est vrai qu'à ce moment, j'ai eu un grand blanc où je suis restée comme ça devant l'horreur. Mais je rendrai toujours grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné une force incroyable. Et souvent, Amen. Je le dis de manière humoristique que Dieu m'a donné la force de 10 hommes. Amen. Parce que les choses que je vis, que j'ai vécues, que je vis et que je vivais à ce moment-là, déjà je ne connaissais personne qui vivait les mêmes choses parce qu'au moins on peut partager. Quand on vit les mêmes choses ensemble, on peut se donner des astuces, on peut se soutenir. Ce n'est pas mon cas. Ça n'a jamais été mon cas. Et Dieu m'a donné une force incroyable. Parce que les examens que j'avais ratés en juin, là, que j'avais échoué en juin, le dernier c'était le 2 juillet, des efforts au rattrapage. Sur les 3 que j'avais ratés, j'en ai réussi 2. Le 3e, qui était le gros module, là, on est entré en négociation avec le doyen pour qu'on me permette qu'il ne soit pas vécu comme un premier échec, vu ma situation où j'étais en arrêt maladie, vu les circonstances de la vie de mon enfant que nous traversions. Donc, Dieu m'a donné une force incroyable. Donc, ma santé ne s'est pas aggravée. C'est mon étonnement, mon ébahissement, mon ahurissement, en fait, qui ont dépassé toute commune mesure. Mais Dieu m'a donné la force. Et comme je parlais avec ma sœur quotidiennement, qui est chantre de l'Éternel et qui est serviteur de l'Éternel devant Dieu et devant les hommes, et elle me disait de courts messages, évidemment, d'exhortation, mais des instructions très claires. Voilà ce que tu dois faire. Tu te mets à genoux. Tu pries pendant 10 jours, jeûne et prière. Et tu verras. Le Seigneur va enlever les mauvais enseignants et il mettra les bons. Et celle qui m'appelait ponctuellement pour me dire, il y a un problème dans cette école. Elle m'a appelé, je crois, 3 fois pour me dire, ce n'est pas que ton enfant, mais c'est tous les enfants de cette classe.
il y a un problème, je ne sais pas lequel, mais je veux te demander de prier. Et vous êtes des parents, vous ne pouvez pas avoir des enfants dans un établissement, dans un quartier, vous ne priez pas pour vos enfants. Mettez-vous ensemble, priez pour vos enfants, mais vos enfants sont en danger. C'est ce que ma sœur aînée me disait. Au bout de quelques jours, elle m'a appelé pour me dire, oui, mais le danger que je perçois ne concerne pas que ton fils et sa classe, mais tous les enfants de cette école et tous les enseignants. Donc, il vous faut vraiment prier. Et je sais qu'elle me soutenait par la prière. Elle a aussi signalé à maman ici, qui est pasteur de l'église Bethel. Pasteur ici. Oui, qui s'est mise à genoux pour intercéder aussi pour moi et pour mon enfant, comme elle le fait toujours, mais plus spécialement dans cette situation avec son époux, papa Serge, pasteur Serge aussi. J'ai eu leur soutien, j'ai eu le soutien de ma famille, parce que voilà, on nous a appris la modération dans la famille, mais à certains moments, il faut être légèrement moins modéré. Et l'un de mes frères a intervenu aussi. Ça fait partie des choses qui m'ont soutenu. Quand on a pu fixer rendez-vous, finalement, ce que j'oublie de dire, c'est que quand la maîtresse a su qu'elle était visée, qu'il y avait quelque chose qui se passait, quand on lui a fixé la convocation, elle a été convoquée par l'école et s'est mise en arrêt maladie. Jusqu'à la fin de l'année, n'est plus revenue.